Alors, j'en profite pour vous, pendant que vous vous réinstallez, pour vous rappeler que nous aurons le privilège demain à 17 heures, salle 2, d'entendre, à l'invitation de l'Assemblée des professeurs du Collège de France, le professeur Max Friedland de l'Université d'Oxford, qui doit faire un exposé, j'allais dire, qui tombe à pic dans l'actualité française, puisqu'il nous parlera des effets paradoxaux de la précarisation des contrats de travail au Royaume-Uni. Donc c'est demain à 17 heures, donc vous serez tous les bienvenus pour cette conférence. D'autant plus que si vous êtes là, vous ne serez pas affecté à la grève, parce que je viens de lui dire que sa conférence aurait lieu en pleine grève, donc vous ne serez pas empêché à cause de cela. Bien, nous continuons nos travaux. À présent, je vais passer la parole au professeur Mustapha Mekki, qui est professeur à l'université Paris 13, Sorbonne Paris-Cité, où il dirige l'Institut de recherche pour un droit attractif. C'est un titre qui lui-même est attractif. Alors, M. Mekki a soutenu une thèse à Paris 1 Sorbonne. Vous savez, il y a l'aspect un peu médiéval des professions de juristes, donc le chef-d'œuvre, la thèse reste, nous poursuit jusqu'à la fin de nos jours, mais en tout cas, cette thèse avait été tout à fait remarquée. Elle portait sur les questions d'intérêt général et de droit des contrats, donc elle jetait des ponts inédits du point de vue du monde du droit des contrats. Et ces thèmes de recherche se rapportent à la sociologie, à la théorie du droit, au droit civil, au droit des affaires, au droit de l'environnement. Donc, il a publié plusieurs ouvrages sous sa responsabilité, notamment sur la féminisation des métiers de justice. Il faut le signaler aujourd'hui, puisque nous sommes le 8 mars, sur l'influence normative des groupes d'intérêt, sur le patrimoine au XXIe siècle, la preuve. Et vous avez aussi, vous êtes intéressé à des comparaisons franco-japonaises, notamment sur la notion de préjudice comparée sur le franco-japonais. Pour un juriste, les comparaisons avec le Japon sont toujours, en droit des contrats, sont toujours spécialement inspirantes, puisque le Japon avait du lien d'obligation au travers de la notion de giri, une conception assez éloignée a priori des catégories issues du droit romain. Donc là aussi, sa bibliographie sera accessible sur le site du collège, et je le remercie d'avoir bien voulu venir. Comme Madame Besson, il a une forte expérience internationale, et il a enseigné aussi bien en Argentine que dans le Maghreb, où nous avons parlé tout à l'heure de l'Italie et du Japon, et prépare actuellement un manuel de droit civil de l'environnement, ce qui vous prépare bien à ces questions de responsabilité que nous avons abordées à partir du colloque de l'année dernière au travers des 3 marchandises fictives que sont la terre, le travail, la monnaie. Et donc les questions d'environnement, nous essayons de les penser en même temps que les questions sociales et pas de les distinguer. Alors, je vous passe la parole pour un exposé d'une petite heure, et ensuite nous pourrons avoir aussi quelques questions sur l'ensemble de la matinée qui viendraient de vous-même, de l'auditoire. Merci, chers collègues. Alors, bonjour à tous. Je vais intervenir en tant que juriste privatiste, ce qui peut paraître comme un défaut ou une qualité, je ne sais pas, en fonction de vos compétences. Vous allez le voir, je vais essayer de ne pas être trop technique pour que vous puissiez me suivre, mais bien entendu, comme l'exposé précédent, il y a des passages obligés, des morceaux de bravoure que je ne peux pas contourner afin que je puisse avoir un propos qui ait une certaine consistance scientifique. En tant que privatiste aussi, il y a 2 défauts, c'est que les privatistes, en tout cas, quelles que soient les générations qui ont suivi une formation juridique en France, ne font pas de PowerPoint, donc vous n'aurez pas de PowerPoint.
Et puis le deuxième défaut, c'est que nous faisons toujours un plan en deux parties, donc attendez-vous à avoir un plan en deux parties, deux sous-parties, parce que c'est une formation typiquement française qui n'est pas toujours justifiée, mais qui, en tout cas pour ce propos, vous allez le voir, a une certaine pertinence. Alors, comme le voudrait l'usage, il faudrait également que je remercie celui qui m'a invité, Alain Supiot. Comme le voudrait l'usage, le conditionnel est volontaire parce qu'il a été très, très gentil de me demander de formuler moi-même mon sujet. Et donc, de manière très enthousiaste, je lui ai dit le contrat entre liberté et solidarité. Simplement, je me suis rendu compte que, quelle que soit la formulation du sujet, c'est une question vaste, complexe, et qui m'a posé énormément de difficultés, puisque, a priori, vous allez le voir, je pensais même au départ que le sujet n'existait pas, et que c'était une petite plaisanterie de la part de mon collègue, puisque le contrat et la solidarité, tous les opposent, et apparemment, rien ne les rapproche. Alors, quoi qu'il en soit, parce que je ne me décourage pas facilement, cette problématique des liens entre contrat et solidarité m'a obligé à sortir des sentiers battus, c'est-à-dire le droit civil des contrats, que je maîtrise particulièrement, pour m'aventurer sur les chemins sinueux de la solidarité. Et finalement, pour m'avoir contraint à repenser le contrat sous l'angle de la solidarité, je le remercie très chaleureusement et très sincèrement de son invitation. Alors, en creusant le fond et le tréfond du droit des contrats, en revisitant certaines techniques contractuelles, en repensant la notion et les fonctions du contrat, le tout à l'aune d'une solidarité aux multiples facettes, on le verra, j'ai réussi à comprendre l'intérêt et les enjeux de mon sujet et les liens inextricables qui se tissent aujourd'hui entre contrat et solidarité, la dialectique qui se crée entre l'un et l'autre, l'un par l'autre. En guise de propos introductifs, et comme le suggère un philosophe, il faut débuter par définir pour ne pas finir par buter. Et je vais donc, à titre préliminaire, essayer de vous éclairer sur le ou l'essence du mot contrat et le ou l'essence du mot solidarité, sans trop insister, puisque j'ai bien compris, et je l'ai lu, il y a déjà un travail très important qui a été fait sur le sujet, et je m'inspirerai d'ailleurs des travaux d'Alain Supiot sur cette question de la solidarité. Et lorsque l'on rapproche contrat et solidarité, le premier sentiment, mais ne vous inquiétez pas, je ne m'arrêterai pas là, le premier sentiment, c'est qu'il y a plutôt une antinomie entre ces deux concepts, ces deux notions que sont le contrat et la solidarité. Et puis, progressivement, j'essaierai de vous convaincre à la fin de cette introduction du lien, non pas antinomique, mais dialectique qui existe entre les deux et qui me permettra, vous verrez, en tout cas d'essayer de vous montrer les liens nécessaires, souhaitables, qui existent entre contrat et solidarité. Alors, lien antinomique, pourquoi ? D'abord, la notion de contrat est une notion difficile à définir. D'ailleurs, on dit très souvent du contrat qu'il se caractérise par sa relativité. Alors, on peut aujourd'hui, grâce à une réforme très récente, trouver une définition de ce qu'est le contrat en droit civil au sein même du futur Code civil. Pour ceux qui ne sont pas des grands spécialistes du droit privé, une réforme a été publiée, ordonnance du 10 février 2016, et qui entrera en application le 1er octobre 2016, et qui réforme en profondeur notre droit des obligations, qui est chez les civilistes la matière reine. Et on a une définition du contrat qui faisait défaut auparavant, ou en tout cas qui n'était pas totalement satisfaisante, dans le futur article 1101 du Code civil, et je vous donne cette définition. Le contrat y est défini comme un accord de volonté destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. On peut également consulter dans cette modification du futur Code civil français les dispositions liminaires au sein desquelles on retrouve d'une certaine manière l'esprit du droit des contrats, la philosophie qui devrait guider les juges dans l'interprétation des règles du droit du contrat. Et que trouve-t-on comme premier principe directeur ? La liberté contractuelle. C'est l'article 1102. Et juste après, l'article 1103, la force obligatoire du contrat, le respect de la parole donnée. Voilà, tout est dit. Finalement, le pilier du droit des obligations et donc de la société civile, puisque c'est vraiment considéré comme étant la base fondamentale de notre société française. Quel est le premier principe ? Celui de la liberté. Liberté de conclure ou de ne pas conclure le contrat, liberté de choisir son co-contractant,
liberté de déterminer le contenu de ce contrat. Alors, comme la doctrine civiliste aime à le rappeler, le contrat est avant tout le reflet juridique d'une opération économique. Pour reprendre la formule d'un auteur, le contrat est, avant d'être du droit en tout cas, est la réalisation d'une opération économique. Le contrat, pour les juristes privatistes, opère ce qu'on appelle une permutation. Ils mettent en place un jeu à somme nulle, puisque l'un des contractants gagne ce que l'autre perd. Dans le même esprit et en toute cohérence, le contrat est généralement présenté comme le lieu d'un antagonisme entre les intérêts, le lieu d'une opposition entre les intérêts. Ce modèle contractuel, échange économique qui s'exécute en un trait de temps de manière instantanée, semble être finalement le symbole même du Code civil de 1804. Le contrat de 1804 se présente comme le fleuron d'une conception individualiste et libérale du droit civil, sur laquelle on peut discuter, mais disons que c'est un point de vue qui est partagé par une majorité d'auteurs. En somme, la devise du droit des contrats pourrait ainsi être libérée, liberté, marché et individualisme exacerbé. Dans ces conditions, le rapprochement avec les multiples déclinaisons de la solidarité paraît impossible. Pour caricaturer, les pourfendeurs de la solidarité diraient en matière contractuelle que la solidarité est un sentiment que la raison contractuelle fait bien d'ignorer. Donc vous le voyez, a priori, une définition du contrat qui sied mal avec celle de solidarité. Alors la solidarité, de quoi il s'agit, pour qu'on puisse comprendre pour quelles raisons il y a une telle antinomie apparente? Cette solidarité, je laisserai de côté l'aspect technique de la solidarité, celle que l'on retrouve actuellement dans l'article 1197 du Code civil. Il y a deux formes de solidarité. Il y a la solidarité active et la solidarité dite passive. Je serai très bref. La solidarité active, c'est celle qui existerait entre les créanciers et qui, à l'égard d'un seul débiteur, disposerait d'un pouvoir, notamment celui de demander seul à ce débiteur de payer la totalité de la dette, à charge ensuite pour le créancier de la répartir, de répartir ce paiement entre les créanciers. Celle qu'on connaît le plus, c'est la solidarité passive. On a un créancier et plusieurs débiteurs. Cette solidarité permet aux créanciers de demander à n'importe lequel de ces débiteurs le paiement intégral de la dette, à charge ensuite pour le débiteur de répartir la charge définitive de la dette entre les autres débiteurs. Techniquement, ici, la solidarité donc naît de l'indivisibilité de l'objet. Alors, je vais dépasser cette acception technique, si ce n'est qu'elle est révélatrice tout de même d'un lien important qui découle de la solidarité, c'est l'interdépendance entre les obligations. Et je vais plutôt revenir sur l'étymologie du mot solidarité. Solidarité vient, et cela a été évoqué par Alain Supiot tout à l'heure, de l'obligation in solidum, qui désigne les débiteurs solidaires d'un dommage causé à autrui. On dit par exemple des parents qu'ils sont responsables in solidum des dommages qui pourraient être causés par leur enfant mineur. À vrai dire, la traduction de in solidum ne devrait pas être solidaire ou solidarité, on y reviendra, mais plutôt solidité, stabilité. Et c'est justement une question que j'évoquerai tout à l'heure, mais on voit bien dans l'étymologie d'où vient a priori cette notion de solidarité. Au-delà de l'étymologie, la solidarité apparaît comme une notion aux multiples facettes et très difficile à saisir. D'abord conçue dans une optique biosociologique comme la traduction d'une interdépendance des parties et du tout, elle devient, avec ce sociologue, Émile Durkheim, une norme objective qui s'impose aux gouvernants. Elle s'épanouit sur le plan politique avec les réformateurs républicains qui proposent une troisième voie entre le libéralisme dépravé et le socialisme exacerbé. La solidarité est un entre-deux, entre l'individuel et le collectif, entre le marché et la charité, entre la concurrence et l'assistance. Ces déclinaisons sont multiples, mais je me contenterai de reprendre celles qui ont été mises en exergue par Alain Supiot dans son ouvrage consacré à la solidarité. Une solidarité qui fut d'abord d'action, c'est-à-dire les actions collectives exercées par des groupements intermédiaires entre l'État et les individus, puis un principe d'organisation entre les générations, dont la traduction la plus symbolique est la mise en place de la sécurité sociale, pour devenir un principe d'égalisation des conditions, fondé sur un principe de réciprocité qui la différencie de la charité, et la solidarité prend enfin les traits d'un principe d'entraide sur lesquels, sur tous ces points, je ne m'attarderai pas, puisque ce sont des points qui ont été abordés par ailleurs. Alors, toutes ces manifestations qui peuvent se cumuler, dans toutes ces manifestations, la solidarité intervient comme un contrepoids à l'idéologie du marché.
Alors vous le voyez, liberté contractuelle, contrat d'un côté, et solidarité ne semblent donc pas faire bon ménage. Et pourtant, on va voir que les liens existent, et j'en ai douté puisque, avant de réfléchir à la question, j'avais lu un autre ouvrage d'Alain Supiot, c'est la raison pour laquelle je pensais que c'était une blague, sur l'esprit de Philadelphie, et voilà ce qu'il dit lorsqu'on essaye d'aborder la solidarité sous l'angle du contrat. Au plan juridique, la reconnaissance du principe de solidarité marque la résurgence de formes non contractuelles de l'échange. C'est donc vainement que certains juristes contemporains s'efforcent de dissoudre la solidarité dans le droit des contrats. Alors, mon entreprise est-elle réellement vaine ? Je ne le pense pas, et je ne pense pas non plus que ce soit l'esprit de cette formule qui a été sortie du contexte de cet ouvrage, mais il est vrai qu'a priori, rapprocher les deux paraît plus un obstacle qu'une évidence. Pourtant, contrat et solidarité peuvent et doivent être associés en vue d'instaurer un nouvel ordre social. Le rapprochement du contrat et de la solidarité doit permettre de rétablir le lien social et de renforcer cette conscience collective chère à Émile Durkheim. Loin d'être antinomiques, contrat et solidarité entretiennent un lien dialectique. Pourquoi un tel lien dialectique doit-il être défendu et encouragé ? Parce qu'il est nécessaire et parce qu'il est possible, tout simplement. Nécessaire car notre société, à l'état liquide, en miettes et victime d'un individualisme destructeur, ne peut pas continuer à exister sans un minimum de coopération. Il ne s'agit pas de combattre, bataille perdue d'avance, l'idéologie du marché, mais de trouver un contrepoids à cette idéologie dominante. Comme le souligne Alain Supiot, une société ne peut persister sans combiner coopération et compétition. Nécessité encore car la solidarité sociale de l'État-providence n'est plus. Ce déclin de l'État-providence s'explique certes par des raisons budgétaires, mais aussi et surtout car l'État est devenu un acteur parmi d'autres au sein de la société civile. Il est devenu un État d'entremise, un État arbitre, un État négociateur. Cette mutation de l'État suppose alors de rechercher une autre ou d'autres sources de solidarité, solidarité par le bas, solidarité spontanée, solidarité vivante, partielle, dérivée ou civile, selon la qualification parfois retenue. En d'autres termes, il faut encourager les solidarités venant des groupes qui composent la société civile, la famille, l'entreprise, les associations et bien d'autres. Nécessité toujours en raison du phénomène de globalisation. Les risques et le droit qui les encadrent sont déterritorialisés. Ce droit sur lequel peuvent s'appuyer les nouvelles formes de solidarité est un droit sans frontières. Il ne peut plus être purement étatique, il ne peut plus être purement contraignant, il ne peut plus être de nature purement interne. La globalisation oblige à dépasser le paradigme de la pyramide, symbolisé par un droit moniste, hiérarchisé, étatique, centralisé et contraignant, pour encourager le paradigme du réseau, pluraliste, en perpétuel mouvement, circulaire, réflexif, mêlant droit souple et droit dur. Dans ce monde désenchanté, en perte de repères, où tout est dans tout, deux principes s'imposent comme les piliers du temple social. Le marché, modèle et idéologie dominant, et la solidarité. Pas de compétitivité sans coopération, pas de concurrence sans assistance. Nécessité enfin, puisque l'homme aujourd'hui ne se perçoit plus de manière isolée, égoïste, mais comme un homme situé dans son environnement, qui appartient à son environnement. Et cette solidarité entre l'homme et son environnement, au sens strict du terme, la nature, l'environnement, la terre, qui ne lui appartient pas, mais l'homme appartient plutôt à cette terre, cette nouvelle philosophie de l'homme et de la place de l'homme dans notre société rejaillit sur notre conception du droit en général, et des différents droits, aussi techniques soient-ils, que ce soit le droit de la responsabilité qu'on a pu voir, le droit des biens également, même le droit des sociétés avec ce fameux devoir de vigilance, et bien entendu, ce qui m'importe, le droit des contrats. Mais alors, dans ce contexte, en quoi le contrat pourrait-il contribuer à équilibrer les deux plateaux de cette balance sociale ? Est-il possible de repenser le contrat au service d'une conciliation harmonieuse entre marché et solidarité, entre liberté et solidarité? Je le pense, et plusieurs arguments permettent de voir dans le contrat l'avenir d'une nouvelle forme de solidarité.
Tout d'abord, le contrat ne se définit pas seulement comme un instrument d'échange économique, ce que j'ai évoqué au départ. Comme l'a très bien souligné un auteur, le critère tiré de l'objet économique ne sert à rien du point de vue des familles de contrats, car il n'explique rien. Au-delà du Code civil de 1804, se construit progressivement aujourd'hui ce qu'on a appelé un nouvel ordre contractuel. Les contrats-échanges instantanés coexistent aujourd'hui avec des contrats qui s'inscrivent dans la durée et qui font naître entre les parties un véritable lien contractuel. Les parties ont des intérêts opposés, certes, mais parfois et de plus en plus souvent, un projet commun qui suppose une certaine part de collaboration, de coopération. Le premier historiquement à répondre à cette idée est le contrat de société, qui se réalise dans l'intérêt commun des associés. Ce qui était une curiosité devient aujourd'hui la norme, se multiplient les contrats d'intérêt commun, où l'antagonisme entre les parties s'atténue et où la nécessité d'une coopération l'emporte en vue de réaliser un projet commun. La première illustration naît à la fin du XIXe siècle avec le mandat d'intérêt commun, et ce sont aujourd'hui toute une série de contrats qui est concernée, ce qu'on appelle les contrats de distribution intégrés, contrats de franchise, contrats de concession, contrats de location-gérance, ou sur le plan international, les contrats de joint venture ou le contrat de consortium, qui sont des contrats dans lesquels les entreprises vont mettre en commun leurs moyens, leur technologie ou leur savoir-faire. Et donc vous voyez en quoi il n'y a pas que des intérêts antagonistes dans le contrat, mais parfois un intérêt commun contractuel. Il s'agit, selon la formule d'un juriste et philosophe, Bruno Aupetit, de nouvelles figures contractuelles qui remettent en question l'idée que le contrat serait uniquement la traduction d'intérêts opposés, d'intérêts en conflit. Il est alors question, on le verra, de contrat organisation, contrat alliance, contrat coopération, contrat relationnel. Ces nouvelles formes de contrat permettent une combinaison des intérêts particuliers et d'un intérêt commun contractuel, moins incompatible avec, sinon le principe, du moins l'idée de solidarité. Ensuite, et au-delà d'un changement de modèle, la philosophie du contrat ne se limite pas à une conception libérale, où le principe premier et point de départ de la réflexion serait la liberté contractuelle. La philosophie solidariste du contrat attire de plus en plus d'auteurs et opère une séduction certaine auprès de certains juges. Enfin, les fonctions du contrat se sont amplifiées et diversifiées. Il n'est plus une simple opération économique, le contrat devient aussi un instrument de régulation sociale. Il devient vecteur du pluralisme juridique, un lieu où se rencontrent les ordres juridiques différents, l'État, la région, la commune, l'entreprise. Il est, selon la formule d'un sociologue Jean-Guy Bellet, un vecteur d'internormativité, un lieu de conciliation des ordres juridiques et donc de réalisation d'un pluralisme juridique ordonné. Selon la formule du sociologue, encore, on délaisse le monopole de la loi générale et abstraite pour un droit plus individualisé et plus sectorisé, grâce notamment à l'outil conventionnel. Je crois que c'est un point sur lequel on aura l'occasion de discuter avec Alain Supiot, qui est plutôt dubitatif à son égard. Mais voilà la citation de l'auteur: cette technologie faite de contrats, de codes de conduite, de normes techniques, de mécanismes de reporting ou d'autres systèmes d'assurance et de surveillance par des tierces parties constitue la boîte à outils qui leur permet, les entreprises, actuellement, de façonner de véritables systèmes normatifs complémentaires ou concurrents par rapport aux droits nationaux et au droit international. Cette fonction sociale du contrat, dont il faut vérifier qu'elle ne devienne pas, selon l'expression d'Alain Supiot, un nouveau contrat d'allégeance, source d'une reféodalisation critiquable du lien social, rend en tout cas possible un rapprochement avec les différentes déclinaisons du principe de solidarité, à savoir la solidarité d'action, le principe d'organisation entre les générations, un principe d'égalisation des conditions et un principe d'entraide, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Le contrat peut être, j'en suis convaincu, le moteur de solidarité civile, partielle, dérivée, spontanée. En définitive, ce qui apparaissait impossible au départ, en tout cas c'était de cette façon que j'ai abordé la question, bien, rapprocher contrat et responsabilité devient désormais envisageable et même souhaitable. Cette dialectique entre contrat et solidarité est, on a pu le voir, à la fois endogène et exogène. Endogène, car c'est au sein même du contrat que le principe de solidarité entre charité et marché, entre concurrence et assistance, ne cesse de se développer. Exogène également, car c'est le contrat qui devient le vecteur d'une solidarité, un contrat qui remplit une fonction solidaire au-delà des parties au contrat. Finalement, vous devinez les deux axes
de mon intervention. Et comme bon juriste privatiste qui se respecte, eh bien, j'ai fait deux parties. D'abord, la solidarité dans le contrat, et ensuite, j'aborderai la solidarité par le contrat. La solidarité s'épanouit aujourd'hui au sein même du contrat. Cet accueil de la solidarité au sein du contrat est possible pour deux séries de raisons. D'une part, cette solidarité est favorisée par la nature du contrat, et d'autre part, cet épanouissement de la solidarité est favorisé par la nature du droit des contrats. D'abord, la notion, le principe ou l'idée de solidarité est favorisée par la nature du contrat. Cette solidarité se heurtait autrefois à une conception du contrat réduite à un instrument d'échange économique qui s'exécute en un trait de temps. Cette conception du contrat n'est plus exclusive et laisse par voie de conséquence une place plus importante au principe de solidarité. Ce sont tant les nouvelles formes de contrat que les nouvelles fonctions du contrat qui expliquent cette immixtion croissante du principe de solidarité au sein de la relation contractuelle. Alors concernant ces fameuses nouvelles formes de contrat, le contrat ne se réduit plus à ce modèle qui datait du Code civil de 1804, contrat-échange, et les formes du contrat sont nombreuses et s'inscrivent le plus souvent dans la durée. Alors, voyons quelques exemples pour que vous puissiez comprendre comment cette évolution de la forme du contrat est une ouverture pour le principe de solidarité. Le contrat-échange, qui est le modèle classique du Code civil de 1804, coexiste aujourd'hui avec ce qu'on appelle un contrat organisation, dont l'exemple typique est le contrat d'association ou le contrat de société. Les contrats-échanges ont, pour reprendre la formule d'un auteur, pour objet une permutation au terme de laquelle le bien A se trouve entre les mains de B et le bien B entre les mains de A. Dans le contrat-échange, les intérêts des contractants sont donc très largement divergents, même s'ils peuvent ponctuellement converger. En revanche, les contrats-organisations instituent une coopération entre A et B, lesquels mettent en commun des choses qui jusque-là leur étaient propres et les emploient à une activité conjointe. Dans le contrat-organisation, les intérêts sont structurellement convergents, même si cela n'exclut pas des situations de divergence. Alors, à côté du contrat-échange, émerge aussi une autre forme de contrat qu'on appelle le contrat relationnel, et qui a surtout été théorisé par des économistes, notamment comme Ian McNeill. Le contrat relationnel, pour reprendre la définition de cet auteur, se greffe sur un véritable rapport social et comporte une certaine densité dans le temps, alors que le contrat-échange est un contrat discret, éphémère, qui implique un échange aveugle de prestations et disparaît aussitôt épuisée son utilité immédiate. Donc vous le voyez, dans ces deux exemples, il y a une nouvelle forme de contrat, un contrat qui s'inscrit dans la durée, un contrat dans lequel il n'y a pas simplement échange de biens ou de valeurs, mais un contrat qui, par sa nature, nécessite la création d'un lien entre les parties, d'une relation contractuelle. Alors bien entendu, ce qui caractérise ces nouvelles formes de contrat, c'est plutôt la notion d'hybridité. C'est une nouvelle catégorie hybride qui se situe entre l'institution et entre le contrat, et ce sont ces catégories hybrides qui ne cessent de se multiplier. L'accueil favorable du principe de solidarité ne se justifie pas uniquement par des nouvelles formes de contrat, comme instrument économique, mais aussi par de nouvelles fonctions allant au-delà des seules fonctions économiques. Parce que ce qu'on a pu voir jusqu'ici, c'est certes de nouvelles formes de contrats, mais des contrats tout de même qui s'articulent autour d'un objectif qui reste exclusivement économique, que ce soit le contrat-échange ou le contrat relationnel, contrat-organisation ou même le contrat-coopération. Mais on va voir que les fonctions du contrat vont bien au-delà. Deux en particulier, puisqu'elles sont multiples. D'abord, première fonction, la fonction du contrat est d'ordre rhétorique. Le mot « contrat » est l'objet d'une inflation verbale. La rhétorique contractuelle se déploie sans rigueur dans le discours politique. Il est question de contrats de confiance, de nouveaux contrats sociaux, de contrats entre générations, de contrats républicains. Ce discours contractuel n'est pas anodin. Il témoigne de la force incantatoire du mot « contrat », ce contrat qui symbolise la liberté, l'engagement, le respect de la parole donnée, le dialogue, la discussion, l'écoute, la proximité. On comprend qu'un discours destiné à recréer du lien social, à renforcer la conscience collective, puisse user, mais aussi abuser de cette rhétorique contractuelle pour convaincre de la vertu des mesures qui seront prises. Alors, ce langage juridique du contrat tend alors à se confondre avec le langage courant,
Et selon les termes savants utilisés par les linguistes, le contrat est un mot qui n'a plus d'appartenance juridique exclusive et qui est pourvu d'une polysémie externe. Alors je n'insisterai pas sur ce point, mais il faut préciser que souvent le contrat, dans ce genre d'hypothèse, n'a de contractuel que le mot, et que cette rhétorique séduisante est parfois et même souvent une rhétorique trompeuse. Alors la deuxième fonction du contrat, au-delà de l'aspect linguistique, c'est une fonction d'ordre normatif. Le contrat remplit aujourd'hui une fonction normative, ce qui est particulièrement intéressant, on va le voir notamment sur le plan international. Il ne s'agit pas seulement du contrat source d'une norme contractuelle qui va relier les parties, mais d'un contrat qui, d'une part, peut être la source d'un ordre juridique contractuel, un peu comme un petit État pourrait mettre en place un ordre juridique, et d'autre part, un contrat qui est un lieu de rencontre de plusieurs ordres juridiques, donc instrument de pluralisme juridique. Dans le premier cas, c'est-à-dire l'ordre juridique contractuel, on considère que la loi et l'État ne sont pas les seules sources du droit. Le droit peut être créé par le bas. Il s'agit donc d'adhérer au pluralisme juridique. Il faut admettre qu'il peut y avoir plusieurs ordres juridiques qui créent du droit. Alors bien sûr, il s'agit d'un pluralisme ordonné. Cela signifie que les ordres juridiques créés en bas, par exemple la famille ou l'entreprise, les contrats coopération, les contrats organisation, sont certes autonomes puisqu'ils créent leurs propres normes, mais ils sont également relevants à l'égard des ordres juridiques supérieurs, notamment l'ordre juridique étatique, qu'ils ne doivent pas contredire. C'est un mode de raisonnement qu'on adopte assez facilement au droit international public ou privé, où on conçoit finalement le système juridique comme une sorte de poupée russe, poupée gigogne, à l'intérieur desquelles, justement, vous avez des ordres juridiques qui existent les uns dans les autres. À ce titre, le contrat ne serait pas seulement un moyen de réaliser une opération économique, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi un moyen d'organiser, de réglementer une opération économique en imposant des normes de comportement, en mettant en place un processus de contrôle et de sanction. Vous verrez, parce que vous ne voyez peut-être pas le lien tout de suite, mais vous verrez tout à l'heure l'intérêt d'une telle fonction normative du contrat lorsqu'on veut essayer de créer une sorte de solidarité par le bas qui ne peut plus être créée par le haut, par l'État. Finalement, c'est l'image que donnent aujourd'hui les réseaux de distribution mis en place par les contrats de distribution. Il existe un initiateur qui veille au respect par les membres de ce réseau, au respect des règles de conduite, des règles de comportement, des valeurs inscrites dans le préambule du contrat ou dans les conditions générales. Le réseau est une organisation qui tend à créer ses propres normes et l'ensemble forme une sorte de microcosme, un petit ordre juridique autonome et relevant. Voilà aujourd'hui la nouvelle fonction que l'on attribue à certains contrats. Mais le contrat aussi n'est pas seulement un ordre juridique à part entière, le plus souvent il va servir de vecteur au pluralisme des ordres juridiques et devient le socle d'une forme d'internormativité. Le contrat permet en effet de structurer une pluralité d'ordres juridiques et de concilier les dimensions économiques, politiques et juridiques. La technique contractuelle permet de réaliser, selon les termes d'un sociologue, une sorte d'harmonisation normative. Elle facilite ainsi la coexistence de l'État, de la région, du marché, de l'entreprise. L'intérêt commun contractuel, pour le dire autrement, combine ainsi les intérêts publics de l'État, les intérêts publics de la région, avec les intérêts privés des entreprises. Et on sent ici que, finalement, par le biais du contrat, par cet outil qu'est le contrat, on tente de concilier au mieux à la fois les intérêts publics et les intérêts privés. Alors, au-delà de la nature du contrat, c'est la nature du droit des contrats, vous allez voir, qui facilite l'immixtion en son sein du principe de solidarité. Le contrat rayonne sur le plan normatif et la société est de plus en plus conçue comme un nœud de contrat, un réseau de contrats. Et vous allez voir que ce droit des contrats n'est pas, aujourd'hui en tout cas, exclusivement dominé par une philosophie individualiste, pour une question de réalité économique et sociale. C'est qu'on a bien pris conscience que les partis étaient souvent dans une situation d'inégalité économique, que nous vivions dans une société de consommation où on rencontrait très souvent des partis faibles, et qu'il fallait, en raison de cette réalité, changer notre conception du droit des contrats. Dans ce contexte, le contrat est de moins en moins perçu comme une technique individualiste et est de plus en plus considéré comme un lieu de solidarité que traduit le mouvement de solidarisme contractuel. Ce solidarisme contractuel s'appuie sur un fondement historique bien ancré en droit français et peut compter sur des instruments
efficace que j'essaierai de vous expliquer. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail sur ce courant doctrinal bien connu qu'est le solidarisme, mais je vais vous en donner quand même les grandes directives. Dans les grandes lignes, le solidarisme contractuel d'aujourd'hui est hérité du courant solidariste qui est né à la fin du XIXe siècle et qui s'est accéléré au tout début du XXe siècle sous l'influence conjuguée de politiques, de sociologues et de juristes. Au tout départ, la solidarité est conçue plutôt comme un sentiment, puis elle devient, dans ce qu'on a appelé les années électriques, c'est-à-dire entre 1880 et 1910, une idéologie. Et le solidarisme contractuel est par la suite devenu un courant de pensée qui insiste sur le lien qui unit l'organisation sociale et le droit des contrats et propose, du moins à la fin du XIXe siècle, une troisième voie entre le libéralisme et le socialisme. Les contractants, pour le dire autrement, sont considérés comme des sortes d'animaux sociaux. Le contrat est un microcosme, le contrat est un miroir de la société civile tout entière. Il existerait donc une connexion sociale entre le contrat et la société civile. La fonction sociale du contrat est mise en exergue, mais le social ne l'emporte pas sur l'individuel. Il le conditionne. Il s'agit de bâtir un droit des contrats fondé sur un postulat d'inégalité entre les parties. Autrement dit, il s'agit de penser le contrat autrement que de manière libérale. L'équation serait donc la suivante. Le but du droit des contrats est de lutter contre les excès du libéralisme et la dictature du marché en limitant les méfaits de l'égoïsme contractuel au profit d'une plus grande coopération entre les parties. Pour ce faire, il faut alors user de diverses techniques que j'évoquerai par la suite, mais qui sont consacrées dans la réforme du droit des obligations, notamment l'une de ces techniques en particulier, qui est le principe de bonne foi, qui serait le pilier de cette conception solidariste du droit des contrats. Alors pour simplifier, là encore, il y a trois formes de solidarisme, trois écoles, même si le terme est un peu excessif. Il y a une conception ultra-moraliste du solidarisme qui considère que le solidarisme contractuel serait une forme de fraternité contractuelle. Alors c'est un peu utopique, mais voilà comment ça se définit. Le solidarisme participerait d'une aspiration fraternelle qui commanderait d'aimer son co-contractant comme un frère. C'est un peu excessif. Alors dans une conception moraliste modérée, c'est celle qui est plutôt dominante, le contrat ne produit pas seulement des obligations, mais des normes comportementales, des devoirs sociaux et moraux supracontractuels qui transcendent le type de contrat conclu et qui constituent l'ossature de toute relation contractuelle. J'ai repris ici la définition donnée par l'un des principaux défenseurs de cette conception, Denis Mazeaud. Dans une conception sociale, cette fois, qui chez les juristes est essentiellement défendue par Christophe Jamin, le solidarisme est ici plus proche de la solidarité que de la fraternité. Le contrat est un instrument de solidarité où l'échange des services doit l'emporter sur l'opposition des intérêts. Et dans une certaine mesure, cette conception sociale fait du contrat un instrument au service du lien social. Donc vous voyez que cette philosophie solidariste laisse une place plus importante à l'idée, au principe de solidarité, à condition de ne pas limiter la philosophie du contrat à une philosophie individualiste. Alors quels sont les instruments qui permettent justement d'intégrer dans le contrat cette conception solidariste, cette idée qu'il faut créer une coopération entre les parties et que tout n'est pas conflit au sein du contrat. Les instruments sont nombreux, je ne ferai que les évoquer, mais par exemple, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, la notion de bonne foi. Ce standard juridique permet au juge d'atténuer le caractère conflictuel, antagoniste, égoïste d'une relation contractuelle et d'imposer parfois un devoir de coopération, un devoir de loyauté, parfois même un devoir de tolérance, de patience et d'assistance qu'on a retrouvé dans des contrats qui n'avaient rien de contrats familiaux ou moraux, mais des contrats exclusivement économiques, tels que les contrats de distribution. Il y a ce devoir d'entraide à l'égard de celui qui pourrait rencontrer des difficultés financières en raison justement de l'anéantissement du contrat. Alors il n'y a pas que la bonne foi, il y a la notion d'abus qu'on retrouve en droit des contrats, la notion de proportionnalité qui fait son entrée, les obligations de motivation sont également souvent rattachées à ce courant solidariste. Alors je prendrai un exemple en particulier qui est particulièrement significatif et qui vous montre que en faisant du droit des contrats, eh bien, on peut parfois avoir une conception très solidariste, voire solidaire
des instruments juridiques, économiques tels que le contrat. C'est une affaire de la Cour d'appel de Nancy du 26 septembre 2007. A priori, vous allez voir qu'on pouvait ne pas s'interroger sur la solidarité et l'intérêt général, et on pouvait régler cette question, comme le font les civilistes, avec des notions techniques du droit des contrats. Mais ce n'est pas ce qu'a fait ce juge de la Cour d'appel de Nancy. L'affaire est simple, c'est une entreprise qui fabrique du bicarbonate et qui a besoin pour cela de vapeur d'eau. Le problème, c'est que la vapeur, le mécanisme pour produire de la vapeur, eh bien, crée des gaz à effet de serre. Et donc, elle choisit de réduire sa consommation, sa production plutôt de gaz à effet de serre pour des raisons environnementales et d'externaliser sa production de vapeur. Elle va demander donc à une entreprise qui utilise un mécanisme qui produit moins de gaz à effet de serre de lui fournir cette chaleur, cette vapeur, et qui lui permet de fabriquer son bicarbonate. Donc, dans une démarche environnementale. Le contrat est conclu avec cette entreprise qui lui fournit cette vapeur, et puis entre-temps intervient une loi de 2014, qui crée les marchés de quotas de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que les entreprises sont incitées à ne pas trop produire de gaz à effet de serre, ils ont un quota, et celui qu'ils n'utilisent pas, ils peuvent le revendre sur ce marché. Et quand je dis revendre, ce sont plusieurs millions d'euros que ces entreprises peuvent récupérer lorsque volontairement elles diminuent la production de gaz à effet de serre. Et en l'occurrence, c'est la deuxième société qui fabrique la vapeur et qui donc a des réserves de gaz à effet de serre qui va profiter de cette loi de 2014. Or, la première, qui est à l'origine de l'initiative, qui est à l'origine justement de cette volonté de réduire la production de gaz à effet de serre, considère que c'est injuste et qu'elle devrait aussi bénéficier de ce différentiel, et qu'elle devrait aussi pouvoir participer au marché de quotas de gaz à effet de serre, et elle demande à son contractant de renégocier le contrat afin qu'il partage les bénéfices de cette action bénéfique pour l'environnement. Et voilà le raisonnement de la Cour d'appel, et je ne prendrai que sa motivation. Elle va considérer que, oui, il aurait fallu renégocier le contrat, et voilà comment elle le motive. Au-delà d'une atteinte inéquitable aux intérêts particuliers de la société, donc de l'une des sociétés, qui pourrait déjà justifier une renégociation de la convention, l'économie du contrat litigieux et la pratique concertée des parties ont aussi pour finalité de réduire les émissions de gaz polluants, ce qui profite évidemment à l'intérêt général, non seulement au plan national, mais surtout au niveau planétaire, du moins en l'état des connaissances scientifiques majoritairement approuvées, et de conclure à la correction du déséquilibre contractuel dans l'intérêt général de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ici, vous avez un arrêt qui est exceptionnel et qui est une parfaite transition pour moi, puisqu'il permet de vous montrer que cette obligation de solidarisme, de solidarité, ne concerne pas uniquement l'éco-contractant. Il aurait fallu renégocier pour que les deux puissent profiter justement de ce contrat. C'est le début du raisonnement de la Cour d'appel. Elle va plus loin en disant, mais la question est bien plus large, elle va bien au-delà. C'est aussi une question d'intérêt général. Il faut que ces deux parties soient récompensées parce qu'elles contribuent toutes les deux à une mission d'intérêt général. Et donc, d'une certaine manière, d'une solidarité ouverte vers les intérêts de l'autre contrat, le juge passe à une solidarité tournée vers les intérêts des autres contrats, des tiers, de l'ensemble de la société, de l'environnement. Et vous voyez comment, de manière incidente, puisque ce premier aspect reste néanmoins très discret, comment l'on passe d'une solidarité dans le contrat à une solidarité aujourd'hui qui s'épanouit par le contrat. C'est le deuxième temps de mon intervention. La solidarité, dans son sens premier, selon le dictionnaire très célèbre André Lalande, renvoie à la stabilité, la solidité, la pérennité du lien social. Dans une perspective globalisante, la solidarité est, d'une certaine manière, la colonne vertébrale d'une société ordonnée. Et le contrat, dans cette optique, vous allez le voir, est au service de ce lien social. Et c'est là, finalement, que la formule d'Émile Durkheim prend tout son sens. Elle est souvent utilisée par les civilistes, sans qu'ils sachent toujours quel est le contenu, mais Durkheim disait la chose suivante, « Tout n'est pas contractuel dans le contrat ». C'est-à-dire que le contrat ne se réduit pas à ce qu'ont voulu les parties, aux obligations qui ont été voulues par les parties. Cependant, il faut prendre garde aux instrumentalisations malveillantes du contrat. Le contrat, source de solidarité, dissimule parfois une idéologie purement mercantile. Aussi,
Si le contrat se présente comme un miracle au service de la solidarité, il peut devenir parfois un simple mirage. Et c'est justement, en tout cas, les leçons tirées des lectures des différents travaux d'Alain Supiot qui m'invitent à être aussi prudent. Je commencerai donc par cette image du contrat, cette image du miracle contractuel qui serait peut-être la solution à tous les problèmes et donc la principale source de solidarité. La globalisation, la déterritorialisation du droit, la dispersion des centres de décision, la mutation de l'État obligent à repenser le contrat comme une source de solidarité. Le contrat deviendrait une interface entre les intérêts particuliers des parties et l'intérêt général. Il deviendrait un instrument de coopération. Les parties au contrat coopéreraient dans leur intérêt, mais également dans l'intérêt de tous. Cette fonction du contrat devient prégnante en raison d'un changement d'état d'esprit. L'homme, que j'évoquais tout à l'heure, l'homme est appréhendé dans son milieu. Le contractant est plutôt aujourd'hui conçu comme un animal social et environnemental. Un lien inextricable se tisse entre l'économique, le social et l'environnemental, et notamment au moyen de l'outil contractuel. Ce contrat source de solidarité est une traduction de la solidarité anthropo-cosmique décrite par certains auteurs, dans notamment des ouvrages dirigés par Alain Supiot. Cette fusion de l'homme et de son milieu est particulièrement marquée lorsqu'il est question de la nature, de la biodiversité, de l'environnement, ou notamment en matière de droits de l'homme, où l'homme est appréhendé comme un élément de l'humanité tout entière. Et c'est dans ce domaine, en particulier celui de l'environnement, que le contrat source de solidarité est le plus visible. L'homme forme avec son environnement un écosystème dont la régulation et l'équilibre passent notamment par un outil d'une grande flexibilité, le contrat. Émerge alors la notion de contrat durable entre marché et écologie, chevillé entre les intérêts particuliers et l'intérêt général. Ce contrat durable, pour reprendre la définition de celui qui en est à l'origine, qui est Jan Koenig, le contrat durable est tout contrat conciliant les aspects économiques, sociaux et environnementaux dont l'exécution n'entraîne pas directement ou indirectement de violation des droits de l'homme ou de l'environnement. Ce contrat devient un lieu de rencontre des différents cercles de solidarité. Cette solidarité, le contrat la met en œuvre, soit, vous allez le voir, de manière verticale, en introduisant dans un socle contractuel des principes non contraignants, soit de manière horizontale, en mettant en place un véritable réseau solidaire, une véritable zone de solidarité. Alors, commençons par cet effet vertical du contrat. Je vais être assez bref pour respecter mon heure d'intervention. Aujourd'hui, on se rend compte que, en matière environnementale, le contrat durable que j'ai évoqué tout à l'heure ne cesse de se développer. Plus spécialement, ce qui a été évoqué, la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire cette démarche volontaire des entreprises en faveur des droits de l'homme et de l'environnement, trouve dans le contrat une matrice très précieuse. La force contraignante du contrat est mise au service d'un droit de l'homme, d'un droit de l'environnement également, composé d'une grande part de soft law. Je prendrai quelques exemples. On a actuellement un certain nombre de principes qui figurent dans des textes appartenant au droit souple, droit qui n'est pas contraignant. Les principes directeurs de l'OCDE ou les principes qui figurent dans le Global Compact, des principes qui concernent le respect des droits de l'homme ou principes qui concernent le respect des droits de l'environnement. Eh bien, dans le cadre de cette démarche volontaire des entreprises, les entreprises n'hésitent pas dans des chartes éthiques, des codes de conduite qui ont la forme d'un contrat, même si ce ne sont pas de véritables contrats, eh bien, s'engagent à respecter ces principes directeurs qui, a priori, n'ont donc pas de force contraignante. Alors, très souvent, ces entreprises, lorsque naît un contentieux, parce qu'elles n'ont pas respecté ces principes directeurs, principes qui créent une certaine solidarité, eh bien, prétendent qu'il s'agit de simples engagements moraux, de simples engagements de nature éthique. Et d'ailleurs, ils utilisent des termes qui ne sont pas ambigus. Ils parlent de convention sans engagement juridique, ou d'engagement purement éthique, ou d'engagement moral dont on ne peut pas faire produire des effets juridiques. Donc, on se dit, est-ce qu'il y a véritablement ici, dans le fait de contractualiser ces principes directeurs, une avancée, un progrès? Oui, parce qu'il y a une tierce personne qui saisit l'occasion justement de cette
transposition des principes directeurs dans une sorte d'accord pour leur donner une certaine juridicité, c'est le juge. Et en droit français, actuellement, le juge va utiliser des instruments du droit des contrats pour rendre contraignants ces conventions ou engagements que des sociétés avaient formellement qualifiés d'engagements non contraignants. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais il y en a un en particulier qui va, à mon sens, avoir pas mal de succès à l'avenir. C'est ce qu'on appelle l'engagement unilatéral de volonté. En droit des contrats, l'engagement unilatéral de volonté, c'est une idée très simple qui consiste à dire qu'une personne peut, par sa seule volonté, se rendre débiteur d'une obligation. Ce qui n'est en principe pas concevable en droit français, puisqu'en droit français, il n'y a que la loi et le contrat, donc un accord de volonté qui crée des obligations. Mais dans des cas exceptionnels, on a parfois admis qu'une personne, par sa seule volonté, pouvait devenir débiteur. On le connaît en droit du travail, on connaît cela en droit de la famille, on connaît cela également dans le cas d'une promesse de récompense. Je promets de récompenser quelqu'un qui m'a rendu service. C'est un engagement unilatéral de volonté. Eh bien, c'est cette technique qui a parfois été utilisée par certains juges pour rendre obligatoire des engagements unilatéraux qu'avaient pris certaines sociétés. Engagements qu'elles avaient même qualifiés d'engagements moraux, en disant « vous vous êtes unilatéralement engagé à exécuter cette obligation, vous devez donc juridiquement en répondre ». Pourquoi je dis que ça aura plus de succès à l'avenir ? Parce que dans cette fameuse réforme du droit des obligations, on a introduit dans le Code civil un article dont les sociétés n'ont pas encore conscience, qui est l'article 1100 alinéa 2, et qui dit la chose suivante. La promesse d'exécuter un devoir de conscience fait naître une obligation. La promesse d'exécuter un devoir de conscience. Eh bien, voilà un fondement juridique qui va être très utile pour obliger les entreprises qui se sont engagées moralement, en tout cas elles le pensaient, à répondre juridiquement de cet engagement. Parce que si aujourd'hui, protéger l'environnement, respecter les droits de l'homme ne sont pas des devoirs de conscience, je ne vois pas ce qui pourrait rentrer dans cette catégorie des devoirs de conscience. Et donc demain, les entreprises qui, dans leurs conditions générales, dans leur charte éthique ou leur code de bonne conduite, eh bien, s'engagent à respecter des principes directeurs non contraignants, eh bien, probablement, elles devront se soumettre juridiquement à ce type d'obligation par le biais de cet article 1100 alinéa 2 du Code civil. Alors, je vous ai évoqué, pour aller un tout petit peu plus vite, cet effet vertical du contrat, c'est-à-dire comment l'instrument contractuel va permettre de rendre obligatoire des principes internationaux qui, a priori, n'ont pas de force contraignante. Mais ce qui est encore plus marquant aujourd'hui, c'est que le contrat devient un instrument de diffusion horizontale des principes de solidarité. Le contrat n'est pas seulement un moyen de rendre obligatoire ce qui relève habituellement de la sphère, sinon du non-droit, mais du moins du droit souple. Il permet aussi de diffuser entre les partenaires, de façon horizontale, des obligations créant une zone de solidarité. Prenons comme exemple topique le devoir qui a été évoqué tout à l'heure, le devoir de vigilance. Le contrat devient un des principaux outils de création d'un réseau de vigilance, d'une zone de vigilance. Le domaine privilégié de ce phénomène est celui du droit des sociétés, de la responsabilité sociale des entreprises que j'ai évoqué tout à l'heure. Ici, le contrat est mis au service d'une responsabilité solidaire plus contraignante. Par la contractualisation, les sociétés peuvent renforcer leur obligation de vigilance dans leur rapport avec leurs filiales, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants. Il n'est plus question ici de réceptionner par contrat les pétitions de principe des textes internationaux que j'ai évoqués tout à l'heure, mais de créer un lien de dépendance entre la société et ses filiales, fournisseurs ou sous-traitants. Le contrat devient ici un instrument de contrainte et exerce ce qu'on a appelé une fonction institutionnelle. Les multinationales, finalement, par le contrat, apparaissent comme ce qu'on a appelé de véritables législateurs globaux. Le contrat est ici le moteur de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit global. Par le contrat, les parties vont pouvoir dépasser les frontières de la personnalité juridique, et cela rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure. Cette personnalité morale est effectivement très souvent facteur de déresponsabilisation. Or, comme l'affirme un auteur, il faut assumer la puissance, le pouvoir qui déclenche par essence le devoir, et la responsabilité, indépendamment de barrières qui s'avèrent délétères. Finalement, les engagements contractuels constituent le vecteur d'une obligation transversale de vigilance,
et partant de surveillance, répondant ainsi aux souhaits d'une partie de la doctrine qui voudrait voir consacrer le principe général selon lequel toute personne dont l'activité permet ou favorise la création d'un risque de dommage causé par autrui doit s'efforcer de surveiller ce dernier à des fins préventives. Cette zone de vigilance peut s'appuyer sur différentes formes de conventions. Alors, je ne les évoquerai pas toutes, mais actuellement, ce que l'on voit se développer, c'est d'abord des conventions entre les entreprises et les organisations non gouvernementales. Des engagements précis sont ainsi pris par des entreprises afin d'encourager le développement des petites entreprises locales ou d'améliorer la prise en considération de l'impact social et environnemental de leurs activités. Ce contrat entre entreprises et ONG permet le plus souvent de déterminer par convention des objectifs à atteindre. En quelque sorte, on a affaire ici à des sortes de contrats-programmes. On peut également, dans le cadre d'une chaîne d'approvisionnement, par exemple, prévoir des conventions qui vont imposer un certain nombre d'obligations de comportement et qui vont mettre en place également des procédures de mise en œuvre, des procédures de suivi, des procédures de contrôle et de vérification. Et à l'analyse du droit positif, eh bien, ces engagements sont très efficaces lorsqu'il s'agit pour les entreprises de sanctionner les partenaires. Et je vous renvoie à ma contribution écrite dans laquelle vous avez un certain nombre d'exemples où ces contrats horizontaux, finalement, en créant des obligations horizontales, permettent de créer de véritables zones de vigilance et de créer une sorte de solidarité entre les acteurs en dépassant cet écran, ce voile de la personnalité juridique. Finalement, le droit des contrats au service d'une certaine forme de solidarité prend les traits de ce que certains ont pu appeler une sorte de transhumanisme, c'est-à-dire la recherche d'un équilibre entre l'individu et la société, cet équilibre qui devrait imprégner l'ensemble du droit des contrats et qui entraîne finalement une sorte de conciliation entre une conception ultra-solidariste du contrat et une conception ultra-individualiste. Alors, tout cela est finalement une présentation assez enthousiaste, naïve peut-être, de ce que pourrait faire le contrat. C'est-à-dire, dans la mesure où on ne peut pas imposer par le haut une solidarité, on tente de créer par le bas, avec un certain nombre de contrats auxquels participent les acteurs économiques, on essaye de recréer une forme de zone de solidarité, des liens de solidarité. Mais il ne faut pas oublier, et ce sont les enseignements des travaux d'Alain Supiot, que le contrat est certes très souvent présenté comme un miracle et comme la source de toutes les solutions, mais très souvent ce contrat peut également être un simple mirage. Alors je voudrais très brièvement, sans regarder mes notes, vous expliquer en 2-3 mots pourquoi il y a un mirage contractuel. Parce qu'il ne faut pas oublier que très souvent, derrière ce contrat se cache en réalité une instrumentalisation des différents acteurs. Pourquoi est-ce que les acteurs aujourd'hui mettent en avant ces contrats dans lesquels ils prétendent respecter des principes directeurs de respect de l'environnement, contrats dans lesquels ils vont finalement insister sur le fait qu'ils respectent les droits fondamentaux? Parce que c'est quelque chose qui est très à la mode, parce que ça permet de redorer l'image de l'entreprise, parce que cela permet également d'attirer de nouveaux consommateurs, des consommateurs éthiques qui veulent justement que les entreprises ne s'engagent pas uniquement à produire et à gagner de l'argent, mais que ces entreprises s'investissent et participent également à la création d'un nouveau lien social, un lien social plus équitable, plus solidaire. Et donc derrière ce discours des entreprises, et on l'a vu dans ces engagements qui n'ont rien de juridique, mais qui sont récupérés par le juge, mais derrière ce discours, il y a en réalité très souvent un objectif qui est encore et toujours purement économique. Autre inconvénient également de ce contrat, et c'est ce qui avait été suggéré tout à l'heure, c'est que créer du droit par le contrat, c'est créer un droit qui peut manquer de légitimité. Très souvent, c'est un contrat qui est le résultat d'un rapport de force. Très souvent, c'est un contrat dans lequel il n'y a pas de légitimité démocratique, à la différence des textes qui ont été élaborés par des personnes qui ont été élues, nommées, ou qui offrent en tout cas un certain nombre de garanties en termes de contradictoire, d'égalité des armes et autres. Or, très souvent, le droit qui est créé par le bas, et notamment par le biais de cet instrument qu'est le contrat, eh bien, ce sont des contrats dans lesquels les plus forts l'emportent, et des contrats qui manquent de transparence, des règles, des normes qui manquent de transparence,
Et un exemple très précis, très souvent ces contrats qui créent une sorte de devoir de vigilance, devoir des partenaires de respecter des principes environnementaux ou les droits de l'homme, ce sont des contrats qui ne sont pas contraignants pour ceux qui les ont établis, pour ceux qui les ont élaborés. Et quand on regarde le contentieux, très souvent, effectivement, lorsque, après l'affaire Plaza, on a essayé, Rana Plaza, d'obliger les grosses multinationales à imposer à leurs partenaires le respect d'un certain nombre de principes fondamentaux, on s'est rendu compte que les entreprises elles-mêmes n'étaient pas soumises aux devoirs qu'elles imposaient aux autres. Et donc, il y a dans ce discours contractuel très souvent une rhétorique qui est très séduisante, mais qui est également très souvent trompeuse. Voilà, ce sont en quelques mots ce que je voulais vous dire sur les liens entre contrat et solidarité. Ce contrat, il faut faire attention, comme le disait Alain Supiot, et je finirai sur ces mots, le contrat, au lieu d'être le berceau d'une nouvelle forme de solidarité, si on y prend garde, risquerait de devenir le berceau d'une nouvelle forme de féodalité. Et n'est-ce pas encore un thème bien connu de celui qui m'a fait l'honneur de m'inviter, mais c'est une autre histoire dont on aura peut-être l'occasion de discuter une autre fois. Merci. Bien, merci beaucoup, cher Mustapha Mekki, d'avoir traité ce sujet intraitable. Enfin, il est vrai que vous avez rappelé en commençant que vous aviez défini vous-même ce sujet et donc vous étiez soumis à la règle tout pater legem qui flottait d'ailleurs derrière votre exposé. Juste un petit mot, puisque vous avez fait allusion à cette notion d'allégeance, elle ne vise pas du tout un jugement de valeur, elle vise à être descriptive. Donc, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour montrer comment, sous la vêture contractuelle, en fait, s'articulent de nouveaux types de liens de dépendance. La question d'une appréciation en valeur dessus peut venir dans un second temps. En tout cas, tout le monde aura noté la grande actualité des questions que vous avez soulevées, notamment dans le champ restreint du droit du travail, à l'heure où une réforme en cours vise justement à déplacer de la loi vers le contrat, ce qui serait la source du statut des salariés, avec les arguments que vous avez évoqués, notamment du développement de petits ordres juridiques autonomes plus proches des réalités. Donc c'est un exemple qui vient tout de suite à l'esprit quand vous entendez. Je vais peut-être me tourner, puisqu'on commence le séminaire par une mise en perspective d'un côté le droit international et de côté le cœur du droit national qui est le droit civil. Je vais me tourner vers Samantha Besson pour voir si l'internationaliste a quelques questions, commentaires à faire après cet exposé. Merci beaucoup de ce très bel exposé. Je n'ai pas de questions du point de vue du droit international, donc les questions que j'ai sont principalement internes à l'argument qui nous a été proposé. J'en ai beaucoup, mais pour permettre au public de poser des questions, je n'en poserai qu'une. Dans mon exposé tout à l'heure, j'ai parlé de la responsabilité solidaire, en parlant de l'analogie qui est faite avec le principe de droit privé national en droit international. Et Alain a commencé sa présentation aujourd'hui en nous parlant des obligations in solidum. Vous vous êtes référé à ça aussi au début de votre exposé. Et comme c'est la seule trace du principe de solidarité qui est avec nous en droit des contrats depuis toujours, même dans sa version individualiste ou libérale, ou enfin, peu importe comment on veut la qualifier, comme vous l'avez fait au début de votre exposé, je me demandais quel était le lien que vous voyez entre cette solidarité-là, qui fait partie du droit des contrats, depuis qu'on le pense, en fait, depuis les origines de droit romain, et la solidarité dans tous les sens que vous avez évoqués par et dans le contrat aujourd'hui en droit français et comparé. Alors, question très pertinente, mais également très vaste. Je pense que le mouvement est le même en droit de la responsabilité, c'est-à-dire qu'en droit des contrats, il y a cette idée qu'on ne peut pas concevoir le droit des contrats aujourd'hui uniquement de manière individualiste, mais que tout n'est pas contractuel dans le contrat et qu'il est un miroir de la société civile. Et ce besoin de solidarité fait qu'on conçoit le contrat également de manière solidaire. C'est exactement la même chose en droit de la responsabilité, sauf qu'on a l'impression que c'est en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a une conception au départ de la responsabilité historiquement qui est très solidaire en réalité, qui ensuite devient plus individualiste et qui s'appuie notamment sur cette conception morale de la faute. Donc est responsable celui qui a commis une faute,
Et puis, à la fin du XIXe siècle, un retour de la responsabilité objective en raison de l'industrialisation, des accidents du travail. On considère que la faute n'est pas le seul fondement de la responsabilité. Et donc, le risque-profit, l'idée de tirer profit de l'activité d'autrui, peut justifier l'imputabilité de la responsabilité, ou le risque créé, le fait de créer un risque, même si on n'est pas fautif, peut justifier l'engagement de la responsabilité. Et puis, on a aujourd'hui, au-delà de la responsabilité, d'autres mécanismes de fonds d'indemnisation, de garantie collective, qui permettent, en droit de la responsabilité, d'être des illustrations justement de cette forme de solidarité qui gagne également droit cette matière. Donc cette idée que en droit des contrats, il n'y a pas qu'une conception individualiste, mais également solidariste, on peut d'une certaine manière la rattacher aussi aux mouvements qui ont traversé et qui traversent encore le droit de la responsabilité, se détacher de ce seul fondement moral que serait la faute, pour essayer de trouver d'autres fondements à la responsabilité. Alors j'ai évoqué le risque-profit, le risque créé, mais on a aussi d'autres théories, la théorie de la garantie, ou la théorie qui consiste à dire que pour certains types de dommages, on devrait toujours avoir une responsabilité élargie, indépendamment de la personne qui en est à l'origine, indépendamment d'une éventuelle faute, et même indépendamment de celui qui est à l'origine du risque créé ou du risque profit, notamment pour les dommages corporels, par exemple, où là on a un mode de raisonnement qui est différent. Donc je trouve que les mouvements qui ont traversé le droit des contrats sont aussi des mouvements qui ont traversé le droit de la responsabilité, qui ont une incidence sur le fondement même de la responsabilité. Je suis tout à fait convaincu par la fécondité de l'outil contractuel pour développer des formes qu'on peut dire de solidarité civile, c'est-à-dire qui, face au signe d'essoufflement majeur de l'État social et des limites qu'atteint la solidarité nationale, et même de ses possibles effets pervers, en ce sens que, à partir du moment où elle absorbe, où elle prétendrait absorber toute forme de solidarité, elle dégage un espace pour un peuple d'individus qui peuvent se penser autonomes et non solidaires les uns avec les autres. Donc la nécessité de maintenir vivantes des formes de solidarité civile paraît manifeste, et le contrat est évidemment la forme qui vient tout de suite à l'esprit. Quand vous avez mentionné tout à l'heure la critique que j'avais pu faire des thèses du solidarisme contractuel des collègues que vous avez cités, éminents et auxquels on doit beaucoup, leurs travaux sont très intéressants. Ce que je cherchais juste à pointer, c'est un petit problème de boutique interne entre juristes, c'est que j'étais frappé de voir que des civilistes manipulant le concept de solidarité ignoraient manifestement tout des développements de ce concept en droit social, et notamment en droit social européen. Donc on parlait de bourgeois, mais on ne parlait pas de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a donné la première une définition de ce concept. Donc c'est ce qui me frappait, c'était ces effets du cloisonnement interne que nous essayons de briser à l'intérieur de ce séminaire. Il y a d'autres formes, d'ailleurs vous avez dans la liste que vous avez faite très intéressante de ces nouvelles figures contractuelles, organisation, alliance relationnelle. Il y a aussi tout un travail qui a été fait par un groupe européen sur ce qu'ils appellent les lifetime contracts, que je proposerais de traduire par contrats fondamentaux, c'est-à-dire c'est tous les contrats qui sont liés à l'existence, avoir un bail pour se loger, le contrat de travail, certains contrats, avoir accès à un compte bancaire aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de contrats qui sont liés à l'existence, qui sont liés à l'exercice de droits fondamentaux et doivent être pensés sans doute sous l'aune de la sécurité, de la solidarité. Mais ma question est la suivante. Si l'on veut développer ainsi l'utilisation du contrat dans ce sens, est-ce qu'on ne risque pas de se heurter immédiatement au principe de libre concurrence? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a à l'intérieur même de l'argumentaire sur la liberté contractuelle des contradictions auxquelles on va se heurter? Je prends l'exemple familier aux spécialistes de droit social de l'extension des complémentaires santé qui a été réalisée il y a 2 ans. L'idée du législateur, c'était qu'il y ait un degré élevé de solidarité, et ce degré élevé de solidarité s'exprimait par le fait que les partenaires sociaux pouvaient contracter directement avec un assureur qui allait couvrir toute une branche professionnelle. Ce qui permettait que les PME n'aient pas chacun à négocier entre 18 offres. Donc il s'agissait là d'exercer une liberté, ce qu'on peut considérer comme une liberté contractuelle à un échelon collectif, qui est de créer de la solidarité civile à l'intérieur d'une branche.
Le Conseil constitutionnel a déclaré ce dispositif non conforme à la Constitution en se fondant sur le principe de la liberté contractuelle des employeurs, d'ailleurs, pas des salariés à qui on va imposer de toute façon celui qui va les assurer en les obligeant à quitter les mutuelles auxquelles ils pouvaient appartenir auparavant, ce qui a plongé ces mutuelles dans une rupture des équilibres, parce que du coup, elles n'ont plus que les personnes âgées qui ne sont pas actives. Enfin, je veux dire, il y a des effets en chaîne de ces réformes sur lesquelles je ne m'étends pas. Mais ça me frappe de voir que dans un cas comme celui-ci, la notion de liberté contractuelle pouvait être manipulée dans les deux sens, et qu'en tout état de cause, à chaque fois, on se heurtera à l'idée de la libre concurrence, parce qu'entre le contrat, la notion qui est très à la mode aussi dans l'usage rhétorique, c'est pacte. Je ne sais pas si vous avez une idée de savoir pourquoi le pacte a tant de succès. Bon, je ne sais pas. Mais on pourrait penser entente aussi. Et l'entente, elle est... un contrat, c'est une entente, en allemand Vereinbarung, et c'est contraire au principe de la libre concurrence. Donc il y a des obstacles. Est-ce qu'il y a une tension entre la liberté contractuelle, alors des tensions internes entre des niveaux de contractualisation, comme je disais, et puis d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas une tension entre la liberté contractuelle et puis les règles qui gouvernent la libre concurrence? Si, absolument. Alors, c'est un exemple que je devais citer en introduction, justement, qui était le premier sentiment que j'avais eu de l'incompatibilité, de l'antinomie qui existait entre liberté contractuelle et solidarité. Cette décision du Conseil constitutionnel, où, à l'évidence, ici, on voit que la liberté contractuelle qui a été sacralisée, puisqu'on lui donne une valeur constitutionnelle, ce qu'elle n'avait pas auparavant, puisque dans les décisions du Conseil constitutionnel, auparavant, on parlait d'économie du contrat, on parlait d'autonomie de la volonté, mais on n'avait jamais consacré la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle comme on l'a fait dans cette décision. Et c'était l'une des illustrations qui permettait de voir que dans certains domaines, il y avait une incompatibilité absolue entre la liberté qui était sacralisée et la recherche de solidarité que vous avez évoquée. Mais c'est exactement le même argument qu'on a développé pour le devoir de vigilance. Alors, cette réforme qui se heurte à l'Assemblée nationale, mais surtout au Sénat, à une forte résistance, et on repousse à chaque fois la discussion de ce devoir de vigilance qu'on voudrait imposer aux sociétés mères. L'un des arguments, notamment de certains universitaires qui sont plutôt de tendance libérale et qui ne s'en cachent pas, c'est de dire qu'il y aurait une atteinte à la concurrence. C'est qu'on va imposer aux entreprises françaises, finalement, des obligations et des devoirs qui seront beaucoup plus lourds que les autres acteurs économiques, et qu'on va rompre ici l'égalité, et ce qui va avoir des problèmes sur le plan juridique, et ce qui va avoir un certain nombre de conséquences juridiques, mais également des conséquences économiques, puisque les entreprises et les autres entreprises européennes seront mieux traitées que les entreprises françaises. D'où l'intérêt de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire des devoirs qui sont plutôt consacrés par le haut, où on aurait une initiative européenne qui permettrait de traiter tout le monde de la même façon. Mais on sent que c'est toujours le même argument qui revient, qui est celui, effectivement, de l'égalité de traitement, la liberté de concurrence, la liberté d'entreprendre, qui permet, qui en tout cas pour les lobbies, de s'opposer, de freiner cette réforme sur le devoir de vigilance. Maintenant, pour ce qui est des ententes, la possibilité d'une entente pour des raisons de solidarité, moi je suis plutôt optimiste, si on accepte de faire évoluer ce qu'on appelle la notion de bilan économique et social. Vous savez que quand il y a des ententes en droit de la concurrence, les ententes sont a priori prohibées, à moins qu'il y ait des avantages, et autrefois c'était uniquement des avantages de nature économique, et que ces avantages étaient supérieurs aux inconvénients. Et aujourd'hui, on a enrichi cette notion de bilan en y intégrant également des données environnementales, des données qui touchent au bien-être des individus et des consommateurs. Et donc, de cette manière, le bilan intègre, pour savoir si ces ententes doivent être validées, intègre désormais des éléments qui ne sont pas purement financiers ou purement économiques. Alors, pour l'instant, la mise en œuvre est assez timide, mais voilà un instrument qui pourrait être utilisé par des juridictions qui validerait certaines ententes qui portent atteinte à la libre concurrence au profit de la solidarité, en faisant valoir que le bilan est positif sur le plan social et environnemental, même s'il est négatif sur le plan économique et financier. Donc c'est un instrument qu'on pourrait peut-être exploiter.
Merci beaucoup. Alors, je suis confus parce que, du coup, j'ai été bavard. Le temps est écoulé et sans que nous ayons eu le temps d'ouvrir la discussion. On fera ça la prochaine fois, c'est promis. Si certains d'entre vous ont vraiment des questions brûlantes, ils peuvent les poser de façon individuelle, mais je vous propose de lever la séance parce qu'on respecte scrupuleusement, pour ceux qui ont des engagements, la fin de la séance. Donc, je vous donne rendez-vous demain, salle 2, à 17h pour la conférence du professeur Friedland. Et puis, autrement, la semaine prochaine, mardi matin, où nous parlerons de droit des entreprises, là, vraiment, avec deux exposés, l'un de M. Dondero, qui est un spécialiste de droit des sociétés, et l'autre de Samuel Jubé sur les aspects comptables. Merci, bonne journée à tous. Et merci à nos intervenants.